Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, univers Sony. Je vous fais le test du dernier né de chez Sigma. C'est un zoom très important puisque c'est un zoom standard professionnel 24-70 f2.8. C'est un zoom en monture native qui est tout juste en train de sortir. Il a été annoncé au salon de la photo par Sigma et tout le monde se demande un peu est-ce que ça va devenir le 24-70 2.8 de référence chez Sony, et j'espère qu'on va pouvoir répondre à cette question dans ce test. D'abord, une petite présentation du produit. Donc le 24-70 2.8, il arrive dans sa boîte reconnaissable toute blanche. Il arrive avec une bandoulière et une housse de protection. Donc tout ça, c'est conforme finalement aux objectifs Sony et c'est excellent. Sigma vraiment a pris le pli. Ensuite, il arrive évidemment avec un pare-soleil. Alors, je vous le dis d'avance, il est construit comme un tank cet objectif. Ça respire la solidité. Les matériaux de fabrication sont excellents. Il est tout en métal. Il n'y aura absolument rien à lui reprocher à ce niveau-là. Au niveau du pare-soleil aussi, il n'y a rien à lui reprocher. Il est extrêmement rigide ce pare-soleil et il respire la sécurité. On a même un bouton de déverrouillage. Bref, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aussi en termes de pare-soleil. L'objectif, quant à lui, je viens de le dire, construit tout en métal. Vraiment, il respire la solidité cet objectif. Le filtre à l'avant, ça sera un filtre de 82 cm. Cet objectif-là, comme vous pouvez le voir, il a un zoom externe. Hop, vous voyez, il zoome en externe. La seule chose à savoir, c'est que c'est un zoom un peu inversé. C'est-à-dire que d'habitude, lorsque vous voulez zoomer, vous zoomez en glissant finalement vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ici, pour zoomer, c'est l'inverse des aiguilles d'une montre, ce qui n'est pas génial. C'est-à-dire que, bon, moi, je me suis fait piéger plusieurs fois du fait que le sens de zoom n'est finalement pas conventionnel. On a tendance à vouloir zoomer parce qu'on mécaniquement, on veut zoomer comme on fait avec les autres objectifs. Ici, il faut penser que c'est l'inverse. C'est parfois un détail, mais c'est parfois un peu gênant. On a une bague de zoom qui est extrêmement fluide. En vidéo, je pense que tout le monde sera très content de cette bague-là. C'est aussi là du bon boulot. On est globalement dans les standards Sony GM, sincèrement, avec cet objectif-là. Et évidemment, on a tous les boutons qui vont bien. On a le switch pour l'autofocus, pour passer en autofocus automatique ou en manuel. On a un bouton personnalisable, donc ça aussi c'est top. Vous pouvez personnaliser la fonction directement dans le menu du Sony et l'appeler en cliquant ici. Et on a un bouton de déverrouillage pour éviter qu'il s'étende dans le sac. À noter que ce bouton de déverrouillage, il est lié avec cette bague ici et que si vous essayez d'ouvrir, automatiquement il saute. Et ça c'est plutôt sympa, vous le verrouillez dans votre sac, quand vous le prenez, vous n'avez pas besoin de penser à déverrouiller. Hop, c'est parti, vous pouvez prendre des photos. Les choses à savoir sur cet objectif-là, c'est qu'il est tropicalisé, mais il n'est pas stabilisé. Ça, c'est dommage. On aurait préféré évidemment un 24-70 stabilisé. C'est un objectif qui pèse encore quand même son poids. Il fait 830 grammes. Donc, on ne va pas aller de dire qu'il est extrêmement léger, mais on va dire que au niveau des 24-70, il est plutôt dans la moyenne et il n'est pas spécialement lourd pour ce genre d'objectif. C'est un objectif qui est construit avec 11 lamelles. 11 lamelles, ça va vous assurer un bokeh le plus doux possible, ainsi qu'un Sunstar de qualité, sachant que le Tamron et le Sony GM 24-70, eux, ils avaient 9 lamelles. Donc ça fait 2 lamelles de plus, ce qui est vraiment plutôt sympa et signe gage de qualité quelque part. Au niveau de la mise au point, vous pouvez faire la mise au point entre 18 et 38 cm. On a un excellent rapport de grossissement sur cet objectif-là. Donc là aussi, Sigma a fait des efforts et vous allez pouvoir faire de la proxy avec cet objectif. Donc c'est vraiment du beau boulot de la part de Sigma. Bref, vous avez vu, quand on regarde la présentation de cet objectif-là, tout ce qu'on se dit, c'est quand même ça respire la solidité, ça respire le bien construit et il n'y a vraiment pas de défaut de design et on espère vraiment que les performances vont suivre. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Alors cet objectif-là, je l'ai testé, ça fait maintenant une petite semaine que je le teste. Donc je l'ai amené absolument partout. Alors je l'ai testé personnellement avec le Sony A7R4, le plus exigeant, 61 millions de pixels. Mais je l'ai testé aussi avec le Sony A7, 24 millions de pixels. Et j'ai testé avec le A9 pour tout ce qui est autofocus. En fait, j'ai fait la vidéo avec le A7 III, j'ai fait vraiment la partie photo avec le A7R4 et j'ai fait la partie autofocus avec le A9. Donc vraiment, j'ai essayé de le pousser à son maximum. En plus, dans le cadre de cette vidéo, alors on va pas en parler aujourd'hui, mais je vais essayer de faire le comparatif des 24-70. J'ai la chance d'avoir deux
24-70 de chez Sony, donc j'ai 2 copies, on parlera pourquoi j'ai 2 copies dans une autre vidéo. J'ai la chance aussi d'avoir le Tamron, le 28-75, donc j'en ai profité finalement pour confronter cet objectif-là à tous les autres et voir réellement ce qu'il avait dans les pattes, et ça a été très intéressant. Donc bon, le piqué, on va faire assez court, j'ai pas envie de faire une vidéo de 45 minutes. Il est globalement irréprochable sur le piqué, c'est du Sigma, la promesse est tenue, et de manière générale, waouh, plutôt impressionnant. Il tient les 61 millions de pixels que lui offre le A7R4. Et donc, du coup, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc, à 24 mm, j'ai été étonné personnellement par l'homogénéité des photos. Dès 2.8, on a des photos qui sont hyper homogènes, hyper piquées. On peut en regarder plusieurs. Un truc à noter, dont on reparlera dans le comparatif, c'est qu'en plus, il se paye le luxe à 24 mm d'avoir un angle de vue qui est plus large que le GM. Juste pour vous montrer ici rapidement, donc on a le Sigma à gauche et on a le GM à droite. Regardez l'angle de vue ici au niveau de la caisse. Sur le Sigma, on a la caisse en entier, alors que regardez, on perd un bond de 2-3 cm au niveau du Sony. Donc l'angle de vue du 24-70 du Sigma est encore plus large. Et ça, encore une fois, c'est plutôt un avantage, hein. Et on peut voir qu'à gauche, par contre, c'est exactement identique. Moi, l'appareil photo était sur trépied, donc il n'a absolument pas bougé. Ce qui change, c'est vraiment l'objectif et l'angle de vue offert par ce Sigma étant encore plus grand angle que le 24-70 GM. Et ça, c'est un premier avantage. Alors, au niveau du... Je n'ai pas envie de faire le comparatif, mais puisque je l'ai devant les yeux, au niveau de l'homogénéité de la photo à 24 mm, ici, je suis à f2.8. Regardez, on va regarder dans les extrêmes. On peut voir direct. Alors, quand je suis sur YouTube, je mets toujours en 2 fois, comme ça on voit mieux. Mais on voit direct que le 24-70 de chez Sigma, qui est à gauche, a largement des photos plus homogènes. Regardez les extrêmes. On peut regarder aussi dans ce que j'appelle les bords. Donc, j'ai mis cette caisse-là au niveau des bords. On voit que sur les bords, c'est aussi très bon. Et donc, au centre, c'est globalement ex aequo entre les deux. On a à peu près le même piqué au centre. Là où vraiment la qualité se fait, c'est que ce 24 mm au niveau du Sigma, il est extrêmement homogène dès la grande ouverture. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. C'est pas tous les jours, personnellement, que je vois ce genre de performance. Alors, on peut regarder quelques photos. De manière générale, les photos sont extrêmement piquées, même à 61 millions de pixels, même aux grandes ouvertures. Il y a vraiment très peu de choses à reprocher, hein. On vient de voir qu'au 24 mm, c'est extrêmement homogène. Donc, pour les paysages, c'est très bien. Le bokeh est très doux grâce aux 11 lamelles. On peut le voir un peu sur cette photo, hein. On peut voir que le bokeh n'est pas distrayant finalement. Il se fond bien dans la masse, il se fait oublier pour mettre en avant notre avant-plan. Donc, ça marche très bien. Et finalement, quelle que soit la chose qu'on lui propose, bah, ce Sigma, il réagit plutôt très bien. Regardez ici, si j'essaye de zoomer, je suis à f11. Alors, n'oubliez pas, je suis zoomé à 200%. Hein. Voilà, il faut le regarder comme ça à 100%, mais ça peut difficilement être mieux, hein. Ici, vous pouvez compter tous les coquillages. Il y a autant de détails que vous voulez sur cette photo-là. Voilà, ça marche extrêmement bien. Alors, quelques photos. Ici, vous pouvez voir les billes de bokeh, même si on en reparlera. Le fait d'avoir 11 lamelles, ben, on le verra dans le comparatif, mais ça permet d'avoir des billes qui sont encore plus rondes que les autres objectifs. Et on a un bokeh qui est de grande qualité, probablement le meilleur de tout ce qui peut se faire en 24-70 2.8 chez Sony. Donc voilà, du beau boulot de la part de chez Sigma. Quelques photos supplémentaires. Ici, j'imagine que si je zoome sur ce caillou, vous pouvez voir à quel point il est extrêmement piqué, ce caillou. Ici, je suis au 24 mm. C'est vraiment du travail superbe. Superbe travail. Ici, regardez encore une fois sur cet œil. Ça ne peut pas être mieux. Regardez, je vais zoomer à 200%. Regardez à quel point le piqué, les poils sur l'oreille, c'est extrêmement qualitatif. Ici, on est à 70 mm. Vous l'avez compris, on n'a pas trop regardé encore d'images de mire. J'en ai vraiment des tonnes si ça vous intéresse, des images de mire. J'en ai fait beaucoup, mais le fait est que cet objectif-là, il est excellent. Quelle que soit la plage focale, j'ai pas envie de vous faire durer ça pendant 2 heures. Quelle que soit l'ouverture, quelle que soit la plage focale, il est extrêmement bon. Il est un peu moins homogène, cet objectif, si vous regardez bien sur le tableau. Il est un peu moins homogène à partir de 50 mm. C'est vrai que les extrêmes deviennent un peu moins bons, les bords deviennent un peu moins bons. C'est le cas aussi à 70 mm. Les extrêmes deviennent beaucoup moins bons, les bords deviennent un peu moins bons. Et surtout, en fait, on arrive finalement à avoir des bords et des extrêmes qui sont de qualité, mais il faut attendre d'arriver vers F8, F11, F16. Il faut arriver à des petites
ouvertures, vraiment donc extrêmement tard finalement dans les ouvertures pour arriver à obtenir de la qualité sur les extrêmes et sur les bords à 50 mm et à 70 mm. Mais ce n'est pas vraiment un problème parce que 50 mm, 70 mm, c'est plutôt des focales à portrait et on s'attend assez rarement finalement à avoir des bords extrêmement nets. Donc certes, si vous avez décidé de faire du paysage à 50 ou 70 mm, vous devrez fermer l'ouverture et il en est capable cet objectif-là si vous décidez de fermer vers f11. Mais sinon, c'est vrai qu'aux grandes ouvertures, il va manquer un peu d'homogénéité à 50 et 70 mm. On le reverra tout à l'heure sur les images. Alors, en autofocus, il ne va pas y avoir grand-chose à dire non plus, c'est-à-dire que l'autofocus est tout simplement admirable. Moi, je l'ai testé sur le A9, je l'ai testé sur le A7R4. Quel que soit le sujet que vous allez lui proposer, il va répondre présent. Moi, j'ai testé comme je teste habituellement les autofocus. Donc, je teste avec mes enfants sur trottinette ou sur vélo et je regarde finalement si ça suit quand ça s'avance. Et le fait est, comme vous pouvez le voir ici, que ça suit. Hein. Si je zoome sur cette photo, voilà. Je pense que la messe est dite, tout est dit sur la photo. Hein. Elle arrive à fond la caisse en trottinette et 70 mm. Regardez la qualité de ce cliché-là. Je crois qu'on ne peut difficilement faire mieux. Bref, ça suit extrêmement bien. Ici, il arrive en vélo lancé à pleine vitesse. Je ne sais pas sur quelle image je m'arrête, hein, mais voilà. Le fait est que l'image, elle est 100% sharp. Il n'y a absolument rien à redire, quel que soit le sujet. On ne va pas faire ça pendant 2 heures. Ici, c'est sur mon chien qui court, toujours une trottinette. Vous voyez, ça marche bien. Hein. Ici, je crois que celle-là, elle est un tout petit peu moins sharp parce qu'il est un peu en back focus, il est un peu derrière, voilà. C'est ça. Mais bon, de manière générale, elle est acceptable. Hein. Sur 24 mm, ça, c'est 100% sharp. On le voit parce qu'on est à 61 millions de pixels. En termes de bokeh, rien à redire. Un bokeh qui est doux, surtout un bokeh qui est extrêmement rond. Moi, j'ai rarement vu des bokehs aussi ronds et aussi doux. Pour moi, c'est probablement ce qui se fait de mieux au niveau du bokeh, quelle que soit l'ouverture, quelle que soit la focale. Hein. Voilà, on peut enchaîner avec quelques mires. J'en ai autant que vous voulez des mires. Ici, encore une fois, à 24 mm, je suis vraiment étonné, je le répète, par l'homogénéité de l'image. Alors, on peut voir évidemment qu'au centre, c'est extrêmement piqué. Mais pour moi, la surprise, c'est quelque part d'aller voir ici dans les coins et d'avoir ce genre de piqué à 61 millions de pixels. C'est pas tout le monde. Ici, regardez, je suis vraiment dans l'extrême de l'image. Et on arrive à avoir du détail absolument partout, y compris ici sur les coins. Alors, on peut voir que c'est un peu plus soft ici, vraiment dans les tout extrêmes. Mais ici, dès que j'arrive ici, regardez, ça revient très très vite. Bref, moi, personnellement, j'ai été extrêmement satisfait. C'est le cas à 35 mm. Je vous disais qu'à 35 mm, on perd... Non, à 50 mm, on perd un tout petit peu au niveau des extrêmes. Donc, regardez ici à 2.8, 50 mm au centre, c'est excellent. Par contre, si on va regarder un peu plus sur les bords, on peut voir ici que c'est un peu plus soft. Et ici, sur les extrêmes, hop, vous voyez, c'est beaucoup plus soft. Et finalement, je vous disais qu'à 50 mm, j'ai dû attendre plutôt f11 pour avoir le meilleur piqué, notamment sur les extrêmes. f11 est à droite, hein, ici sur l'image. On peut voir à quel point le bord s'est vraiment amélioré. Et les extrêmes qui est ici, c'est vraiment amélioré aussi grâce à f11. Mais à pleine ouverture, on n'a pas d'homogénéité finalement. À 50 mm, ce qui pour moi n'est absolument pas un problème. J'attends pas d'avoir à grande ouverture 50 mm d'avoir de l'homogénéité. Donc voilà, à 70 mm, on est sur le même schéma. Je vous montre 2.8 et f11, c'est-à-dire qu'à 70 mm au centre, c'est excellent dès la pleine ouverture, pas de problème. Par contre, si on essaye d'avoir du détail sur les extrêmes, à 70 mm, on peut voir qu'à 2.8, c'est pas exceptionnel, c'est même plutôt pourri. Par contre, à f11, on est vraiment arrivé à regagner du piqué et donc finalement, il fait le job. Et quel que soit ce que vous voulez lui faire, si vous voulez faire du paysage à f11, vous vous mettez sur trépied, vous mettez à f11 et vous aurez de la bonne qualité, contrairement par exemple à d'autres objectifs qui ne sont pas capables d'élever leur niveau, même si vous fermez l'ouverture, même si vous faites ce que vous voulez, ici il en est capable. C'est juste qu'il est vraiment optimisé pour être extrêmement homogène à 24 ou 35 mm. Il est très bon au centre à 50 et à 70 et pour les côtés, vous êtes obligé de fermer un peu l'ouverture. Enfin, fermer un peu, beaucoup, puisqu'il faut arriver à f11 pour vraiment avoir des extrêmes et des bords qui sont de qualité. Je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la distorsion, il y a quand même pas mal de distorsion sur cet objectif-là. Je vous le montre à l'image. Hein. Elle s'améliore un peu. Regardez, ça c'est 2.8. Regardez, ça c'est f11. Elle s'améliore un peu si vous fermez, mais la distorsion est présente et il faudra la corriger ça en post-traitement. Au niveau des défauts optiques, sachez que cet objectif-là, il a pour moi très peu de flair.
enfin très peu d'aberrations chromatiques ou de franging. Donc vraiment, quand vous vous mettez face au soleil, on a beau chercher dans l'image, on a vraiment beaucoup de mal à trouver des aberrations chromatiques ou du franging, vraiment, il n'y a pas de problème. Au niveau du flair, de manière générale, on arrive sur cet objectif-là à trouver du flair. Si vous vous mettez dans les conditions qui génèrent du flair, vous allez arriver à trouver du flair. Mais c'est dans la moyenne. J'ai envie de dire qu'il n'est pas fabuleux au niveau du flair, mais il ne fait pas moins bien que les autres. À ma connaissance, toutes les 24-70 que j'ai eues sur la main et que j'ai testées dans ces conditions-là faisaient exactement pareil ou pire. Donc au niveau du flair, pour moi, c'est plutôt des bonnes performances finalement, vu qu'il n'y a personne qui fait mieux. C'est un objectif, comme tous les objectifs, qui est capable évidemment de faire un Sunstar. On peut le voir ici. C'est un Sunstar qui est riche en branches puisqu'on est sur du 11 lamelles. Vous voyez, voilà. Un joli Sunstar ici, généralement accompagné, c'est vrai, d'un peu de flair au niveau du Sunstar. Allez, parlons un peu de la vidéo. C'est un objectif qui réagit très bien à la vidéo. Sachez que son mécanisme de mise au point ne fait aucun bruit, il est ultra silencieux. Et en termes de propriétés vidéo, c'est aussi excellent. Donc, il a deux propriétés intéressantes pour moi. La première propriété, c'est qu'il est parafocal. C'est-à-dire que si vous faites la mise au point sur un objet à 24 mm et que vous zoomez, par exemple, à 70 mm, ben vous avez gardé la mise au point. Donc, en vidéo, c'est plutôt sympa. Ça facilite le travail. Et la deuxième propriété, c'est qu'il est totalement exempt de focus briefing. Et là aussi, c'est une excellente nouvelle. Donc vraiment, quel que soit le boulot que vous voulez lui faire en vidéo, ça réagit extrêmement bien. L'autofocus est aussi bon en photo qu'en vidéo. Je l'ai vraiment poussé très très loin avec le A9 en photo. Je peux vous assurer qu'en vidéo, c'est pas moins bon, hein. Et quand vous faites le test avec le touchscreen, que vous cliquez sur un endroit, il fait la mise au point. Il n'y a personne qui va plus vite que cet objectif-là. Donc que demande le pub? Vraiment, c'est impossible de faire mieux. Voilà pour cet objectif. C'est un objectif qui est proposé à 1199 €. La question que je vous posais au début de cette vidéo, c'est est-ce que ça va devenir le nouveau 24-70 de référence chez Sony? La réponse à la question, c'est un grand oui. Pour l'instant, je ne connais pas d'autres 24-70 qui sont annoncés. On va le voir au niveau du comparatif, je vous montrerai un peu plus d'images. Mais de manière générale, c'est un objectif qui est quasiment exempt de défauts. En définitive, ce qui m'a déçu le plus, parce qu'il faut bien trouver un détail, c'est qu'il a de la distorsion à 24 mm, une distorsion qui est assez prononcée, mais tout le reste est vraiment admirable. J'ai été impressionné par l'angle de vue du 24 mm, par l'homogénéité du 24 mm, par la douceur du bokeh qui produit. Le centre est toujours ultra sharp, quelle que soit l'ouverture. Que demande le pub, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est la nouvelle référence. Il est proposé à 1199 € quand il va sortir ce Sigma 24-70 2.8. Donc vraiment, c'est le top du top. Et je pense que Sony j'espère que Sony a prévu un 24-70 MK2 rapidement, parce que je pense que leur GM actuel, ils vont avoir du mal à l'écouler avec ce 24-70 2.8. Bref, je vous donne rendez-vous dans le comparatif des 24-70 où je vous montrerai un peu des images comparatives que j'ai faites avec les 4 objectifs. On reparlera de tout ça en détail, mais que vous connaissez déjà le résultat, hein. Ce Sigma 24-70 2.8, c'est la nouvelle référence sur le marché, que vous fassiez de la photo ou de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce test. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce 24-70 2.8 de chez Sigma. Est-ce que vous vous posez d'autres questions? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!